Bug. OK, c'est parti. Bah, déjà, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, pour ce webinaire sur le thème de l'assertivité. Alors moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la directrice stratégie et marketing RH chez Madircom. Je suis également conférencière et autrice. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je partage très souvent du contenu. Alors, ce sujet de l'assertivité, il n'est pas là par hasard. C'est un sujet qu'on a tous un petit peu étudié un jour ou l'autre, qu'on a beaucoup pratiqué, on a essayé, alors on l'a vécu au quotidien. Moi, en tout cas, j'ai souvent raté mes démarrages autour de l'assertivité. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup retravailler et que j'ai réussi à un moment donné à intégrer dans mon quotidien. Non sans peine, et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est du concret. Il y a un peu de théorie, mais pas trop quand même. Ça va être surtout des outils que j'utilise moi au quotidien et que je partage souvent en formation dans les entreprises. Et l'objectif, c'est vraiment de vous aider à avoir de meilleures relations au travail, mais aussi, comme l'a dit Alix, dans la vie personnelle, parce que c'est important. Donc voilà, c'est vraiment le titre, savoir dire non sans conflit, se libérer aussi beaucoup de la culpabilité que l'on peut avoir, parce que c'est aussi des choses qu'on va aborder, parce que c'est des choses qu'on peut ressentir. J'ai envie de vous poser une question, vous pouvez la déposer dans le chat. En toute honnêteté, combien de fois dans votre journée aujourd'hui, alors on va dire dans la matinée aujourd'hui, ou sinon vous pouvez prendre celle d'hier, avez-vous dit oui quand au fond de vous, vous vous êtes dit j'aurais dû dire non en fait. Et ça, des fois on ne se rend pas compte, mais ça peut arriver une fois, deux fois, 5 fois, voire beaucoup plus. Et l'objectif, c'est de se dire ok, comment on peut à un moment donné réécouter, se réaligner avec ce qui est important pour nous, tout en respectant les besoins aussi des autres. Donc, c'est vraiment ce mix-là qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. On nous dit souvent que l'assertivité, c'est quelque chose qu'on maîtrise naturellement dans la vie quotidienne. J'ai envie de dire, c'est vrai, en partie. En fait, il y a eu des travaux qui ont été faits par Martine Favreau, qui est formatrice spécialisée autour de l'affirmation de soi, et qui nous dit qu'effectivement, on est assertif. C'est-à-dire qu'on est capable de nous exprimer librement et avec respect le plus souvent possible, mais dans 70% des cas de notre vie quotidienne. Et ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ça veut dire que dans la plupart du temps, on y arrive et on n'est pas si mauvais que ça. Mais dans les 30% restants, c'est là où ça déraille très souvent. Donc en fait, dans les 30% restants, on cède souvent un peu par peur du conflit. On dit oui, mais on pense non, clairement. On accepte, par exemple, une réunion de plus en plus alors qu'on est à flux tendu au boulot, c'est-à-dire et on le voit bien au quotidien, on enchaîne les visios alors qu'en fait, on n'a pas le temps de faire le travail pour lequel on est censé être payé. On va reprendre un dossier qui n'est pas le nôtre, mais parce qu'on n'a pas surdit non à notre manager ou à un collègue qui était débordé. On va peut-être renoncer à des vacances parce que le client a appelé le vendredi soir et qu'on voulait partir en week-end et que finalement, il y a une urgence et on va le faire. Ça, c'est autant pour des salariés que des freelances. S'il y a des indépendants, le fait de ne pas arriver à couper le week-end, c'est des choses que l'on connaît malheureusement. Ou on peut annuler un dîner avec la famille, des amis, parce qu'on est un manager, un client qui nous sort une urgence de dernière minute et on ne sait pas dire non. Donc, on va accumuler tout ça. Ça va générer forcément beaucoup de frustration en nous. On va aussi ressentir de la rancœur. Et parfois, on va avoir ce petit côté, comment je vais dire, animosité, parce qu'envers la personne à qui on a dit oui, alors que au départ, on ne voulait pas lui dire oui, mais cette personne, elle pensait juste potentiellement que on allait être OK, et elle n'a pas vu que ça allait nous gêner, nous perturber, et elle n'a pas vu toute cette frustration, toute cette rancœur. Donc en fait, elle nous fait confiance, elle nous confie quelque chose, on dit oui alors qu'on veut dire non, et finalement on lui en veut. Donc les conséquences, elles sont assez fortes et importantes, et elles sont très souvent documentées dans beaucoup d'articles, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Donc on a déjà, le premier, c'est l'épuisement professionnel, forcément, parce qu'on fait de plus en plus et à un moment donné, on n'arrive pas à lâcher prise, et notre cerveau est totalement rempli d'informations qu'on n'arrive pas à décharger. On a des relations qui sont dégradées parce qu'à force de dire oui aux gens à qui on aimerait dire non, en fait,
retourne notre colère, notre frustration contre eux, alors qu'en fait, c'est eux, entre guillemets, ils y sont pour rien, parce que c'est nous qui n'avons pas su gérer l'émotion qui était en nous. Et on peut avoir une perte de crédibilité, parce que si à un moment donné, on explose en vol, c'est un peu le constat de la cocotte minute, à force de ne pas dire les choses, de tout vouloir camoufler sous un tapis, la cocotte, elle explose. Et donc, ce jour où tout explose, ça va souvent exploser pour un micro détail, le truc qui n'avait rien à voir avec le sujet de base. Donc les gens ne comprennent pas et nous prennent souvent pour des fous. Et ça, c'est souvent ce qui est le moins visible, mais qui va être le plus douloureux à gérer au quotidien. Donc cette perte en fait progressive de confiance en soi aussi, parce qu'on se dit pourquoi je n'arrive pas à dire non, qu'est-ce qui va pas chez moi, et en fait c'est le cercle un peu vicieux malheureusement. Et on avait notamment Warren Buffett qui disait quelque chose qui était assez, j'allais dire rigolo, non, intéressant. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment, c'est que les seconds, ils disent non à presque tout. Et encore une fois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dire non, c'est pas être égoïste, ce n'est pas être difficile non plus, c'est juste avoir une vie. Et c'est juste respecter votre vie tout en tenant compte de ce qui vous entoure. Mais déjà, c'est avoir une vie et avoir votre vie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui sur les différents points. On a 7 étapes complémentaires qui vont s'enchaîner pour avoir vraiment cette progression. On va commencer donc par comprendre nos comportements instinctifs face au stress et au désaccord, donc tout ce qui est passif, agressif, les manipulateurs. Et encore une fois, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre, on peut tous l'être et on l'est tous un jour ou l'autre, malheureusement. Donc, on va essayer de reconnaître un petit peu à quel moment on va basculer d'un état à un autre. On va voir vraiment ce qu'est l'assertivité. Je vais vous donner des exemples de situations avec des managers, avec des collaborateurs, mais aussi en famille, en couple, entre amis. Des dialogues qui peuvent être réels, que vous avez peut-être déjà vécu. Et on va voir comment les réponses les plus assertives peuvent être formulées et comment vous allez pouvoir les adapter dès demain. Et puis, je vous partagerai aussi 10 super pouvoirs autour de l'assertivité afin de vraiment gagner en confiance. Et je vous ai même prévu un plan d'action sur 30 jours pour mettre tout ça en ordre de marche. Et pour y arriver, moi, je suis très adepte de la méthode des petits pas. Donc, on va y aller petit pas par petit pas pour être sûr qu'à la fin, tout le monde soit capable de dire non. On a à peu près 1h15 pour faire tout ça ensemble. Je parle beaucoup, je suis très bavarde parce que je veux partager énormément de choses. Alors, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Je vous propose d'abord de commencer par un portrait, j'ai envie de dire, de nous-mêmes parce que on a ces différents comportements en nous. Encore une fois, l'objectif, c'est on veut changer certains comportements, mais avant de changer certains comportements, il faut déjà les reconnaître. Encore une fois, on ne va pas juger, on ne va pas culpabiliser, on va juste observer certaines choses que l'on a un petit peu au quotidien. Donc, face au stress, quand on est un peu en désaccord ou on a une situation qui est un peu conflictuelle, on va tous adopter naturellement l'un de ces 4 comportements. C'est ce qu'on appelle des comportements refuges. Encore une fois, on y bascule de manière assez instinctive. On ne s'en rend pas compte parce que c'est rassurant, d'où le côté refuge. C'est quelque chose que l'on connaît et qui nous fait du bien. Et encore une fois, c'est aussi lié à notre cerveau qui n'aime pas les choses un peu dérangeantes, enfin qui changent. Et lui, il aime bien son cocon, justement son refuge, et donc il va nous amener automatiquement. Voilà. Le premier profil, c'est le profil du passif. C'est le fait de fuir, de céder, on dit oui sans vraiment penser. Intérieurement, le passif, c'est plutôt quelqu'un qui dit mieux vaut éviter la tension. Hein. Moi, je veux pas qu'il y ait de conflit, qu'il y ait de tension autour de moi. Donc, il va sourire en réunion, mais en fait, il va un peu s'énerver. Hop, attention juste à vos micros d'ouvert. Hop, hop, tac, tac, merci. Donc lui, il veut éviter la tension, donc il sourit en réunion, mais intérieurement, il est en train de rager parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Il accepte une mission qui est encore la mission de trop très souvent et il va se dire « Oh, c'est bon, je vais gérer » et en fait, il ne va pas gérer. Donc ça, c'est le passif. On l'a peut-être été un jour ou l'autre. Le deuxième, c'est le profil agressif. Lui, c'est le profil, il attaque, il impose, il veut absolument avoir raison. Sa phrase intérieure, ça va être plutôt moi d'abord, les autres ensuite. Il va couper la parole en réunion, il dit non mais c'est simple en fait, alors que
Ce n'est pas simple, mais pour lui, tout paraît très simple et il croit que l'autorité, ça passe uniquement par la force. Donc lui, il va tout imposer. Peut-être que vous reconnaissez du monde autour de vous avec ce comportement. Le troisième comportement refuge, encore une fois, c'est le manipulateur, c'est le profil manipulateur. Lui, il va essayer plutôt de contourner, il va suggérer, il va vous faire culpabiliser. Sa phrase intérieure, c'est plutôt je vais obtenir ce que je veux, mais sans le dire directement. C'est souvent au début, quand on n'est pas habitué, le plus difficile à identifier, y compris si on l'est soi-même. Encore une fois, ce sont des comportements refuges. On peut tous être sur un de ces trois-là, voire le quatrième, à un moment donné. Encore une fois, il faut arriver à identifier quelle situation nous procure aussi ce type de comportement. Et puis, on a l'assertif quand même, hein, c'est celui qu'on recherche le plus, c'est celui qu'on veut être le plus. Celui-là, il va s'exprimer avec du respect, il va plutôt chercher le win-win, donc le côté gagnant-gagnant. Il dit ce qu'il pense, et ça, c'est très important. On va revoir après pourquoi c'est important. Il dit aussi ce qu'il ressent, donc il va mettre des mots sur ses émotions. Ça aussi, c'est très important. Et il va poser ses limites sans blesser la personne qui est en face de lui. Encore une fois, il faut être vraiment honnête quand on regarde ces 4 comportements. Aucun de nous n'est 100% dans la même case en permanence. On glisse d'un profil à l'autre en fonction du contexte, en fonction de notre fatigue aussi, de l'enjeu relationnel, si on est avec nos enfants, avec notre manager, avec nos collaborateurs, avec notre belle-mère, on peut avoir des relations, des comportements totalement différents. Encore une fois, le statut de l'interlocuteur va faire qu'on va se réfugier dans un comportement plutôt qu'un autre. Ce qui compte, ça va être de reconnaître dans quel profil on bascule sous pression et avec qui. Et justement, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir modifier ça. Si on prend un petit peu le profil passif, qui est souvent le plus courant, qu'on peut rencontrer assez régulièrement dans l'entreprise, c'est un profil dont on parle le moins parce qu'il ne fait pas de bruit en fait dans l'entreprise. Il n'est pas du style à crier, il n'est pas du style à provoquer des conflits. Donc en fait, on ne le voit pas. Il accepte tout en silence. Et c'est justement pour ça que c'est dangereux parce qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Limite, il devient invisible, il s'efface totalement. Donc c'est souvent c'est pas grave. Cette petite phrase, ou alors la petite phrase comme tu veux. Ça, c'est des petites phrases que l'on peut entendre, alors qu'on ne veut pas tout et que oui, il y a des choses qui sont graves. Ou alors on va dire je vais essayer, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas faire la chose. Ou la petite phrase ah oui, oui, pas de problème. Ça là, moi, je la dis souvent et je sais que c'est pas bien. Alors qu'on a déjà trop de travail, que plein de monde nous a demandé de faire des choses ou que simplement notre travail nous prend du temps et qu'on fait peut-être le travail de 2 ou 3 personnes. Donc c'est pas grave, comme tu veux, je vais essayer, pas de problème. Encore une fois, si on est dans ce comportement-là, c'est qu'est-ce qu'on essaye d'un petit peu de dire? C'est en fait, j'ai un peu peur du conflit. Et c'est vrai, je déteste le conflit. Donc, en fait, on a un besoin profond d'être aimé, d'être approuvé, d'être accepté. Et en fait, on a cette croyance qui est très enracinée que si on dit non, l'autre va nous rejeter, il va nous juger et en fait, ça va devenir impossible à vivre. Alors qu'en fait, c'est que ce oui qu'on donne à l'autre, c'est un non qu'on se donne à soi-même. Et en fait, on va accumuler ce genre de choses. D'abord, c'est de la frustration, comme on a dit tout à l'heure, ne pas avoir dit ce qu'on pensait, on le garde en nous. Après, ça va être de la rancœur, on commence à en vouloir à une personne parce qu'on lui a dit oui, alors qu'elle n'a rien demandé d'anormal en soi. Encore une fois, c'est aussi un ressentiment qu'on va avoir envers nous-mêmes parce qu'on n'a pas su se défendre, parce qu'on perd confiance en nous, en nos capacités. Et un jour, encore une fois, c'est la cocotte minute qui explose. Et de manière très souvent disproportionnée et les autres ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et souvent on entend mais qu'est-ce qu'il y a, il est fou. Alors chez les femmes bizarrement c'est toujours les hystériques, c'est ce mot-là qui revient très souvent. Et encore une fois il faut se dire d'habitude c'est une personne qui est très sympa qui dit oui toujours et là bizarrement elle se bloque, elle se ferme. Et ça va clairement envoyer tout un brouillard qui qu'il va falloir éviter au quotidien et sur lesquels on va essayer de mettre des mots. Donc encore une fois, ça, je mets le petit tableau pour vous montrer justement le lien entre ce que vous dites et ce que vous pensez.
voilà, le pas de problème, bah, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est: «J'ai déjà trop de travail». Voilà, hop, je vous avais pas mis les causes et les conséquences qui sont tout aussi importantes. Donc ça, on est vraiment sur le profil passif, qu'on rencontre souvent. Moi, j'ai eu un responsable commercial que j'avais accompagné en coaching et qui avait accepté, en fait, pendant, 2-3 années, de gérer les reportings de toute son équipe, en plus de son propre portefeuille client, parce que son manager lui avait demandé, genre juste pour dépanner. On a tous entendu déjà le juste pour dépanner, parce qu'ils étaient en pleine réorganisation et donc pour dépanner, est-ce que tu voulais bien faire le reporting de toute l'équipe? Et en fait, la personne, elle avait dit oui, et elle a reconnu en fait que, elle n'y arrivait pas, donc elle a enchaîné des arrêts maladie, elle a fini en épuisement sévère et en fait, elle n'a jamais su dire que c'était pas son rôle de le faire et qu'elle pensait qu'en disant non, elle allait, passer pour quelqu'un de pas assez investi dans l'entreprise, qui voulait pas participer à la réussite collective de l'équipe et de l'entreprise. Sauf qu'à force d'avoir des oui, moi j'appelle ça des oui toxiques, ben, à un moment donné, on s'épuise et alors qu'en fait, une minute de non constructif aurait suffi à la soulager, à lui enlever ce poids. Encore une fois, c'est aussi lié à un problème de communication, de confiance. Tout ça rentre forcément en ligne de compte. Donc ça, on a le profil passif. On a le profil agressif. L'agressif, lui, si on se souvient bien, on le voit. On le voit, on l'entend, il coupe la parole en réunion, il va imposer son avis, il cherche même pas à comprendre les autres d'ailleurs, l'agressif. Lui, c'est plutôt non mais c'est simple, tu n'as qu'à faire comme ça et tu vas y arriver. Oui, on est vraiment sur le profil agressif qu'on déteste au quotidien. Il peut humilier facilement une personne devant tout le monde, ça lui pose pas de problème, parce qu'il est persuadé de rendre service en fait. Non mais c'est pour ton bien que je dis ça. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase. Quand on vous dit quelque chose devant tout le monde qui est ultra blessant et humiliant, oh mais c'est pour ton bien que je dis ça. Le prends pas mal en fait. Et ça c'est quelque chose qui est aussi important à comprendre que j'entends souvent, encore une fois, dans les coachings, c'est l'agressif n'est pas quelqu'un qui est fort. C'est juste quelqu'un, en fait, qui intérieurement est une personne fragile, mais qui a trouvé comme parade l'attaque. En fait, c'est un mécanisme de protection contre, en fait, sa propre vulnérabilité. Et, et c'est une personne qui veut gagner le combat. Mais en gagnant ce combat, bah, il perd un peu la relation, mais c'est pas grave pour lui. Parce que ce qu'il voit et ce qu'il veut, c'est que les gens obéissent. Encore une fois, c'est pour lui, sa vision, c'est ça. Les gens doivent m'obéir. C'est comme ça que je vais me faire respecter. Et à long terme, on le voit quand on a quelqu'un qui a un profil agressif dans une équipe, ben, les gens autour de lui vont se mettre en retrait. Donc en fait, les gens ne vont plus proposer d'idées parce que bah, ils se disent oh là là, si je propose une idée ou si je lève la main en réunion, ben, je vais me prendre une réaction véhémente directe de cette personne. J'ai pas envie de ça. On le voit aussi quand vous avez des personnes qui ont des profils très agressifs, alors que ce soit encore une fois que ce soit des collaborateurs ou des managers, hein, mais on voit aussi qu'au sein de cette équipe, il y a de moins en moins de créativité. Pourquoi? On a une ambiance qui est toxique, les gens n'arrêtent pas de bouger, les gens n'osent plus proposer des idées, donc vont rester dans une zone de confort qui est pour eux sécurisante pour éviter que l'autre vienne leur aboyer devant la figure. Donc ça aussi, c'est important. C'est un profil qui va se retrouver aussi très souvent isolé, parce qu'en fait, les gens qui sont autour de lui ne font que dire oui à tout ce qu'il dit, parce qu'ils acquiescent, mais ce sont des gens qui ne vont absolument pas s'impliquer au quotidien, parce qu'ils ont trop peur de cette personne. Et en fait, dans la vie personnelle, c'est exactement la même chose que l'on va retrouver. C'est-à-dire, on peut gagner toutes les disputes qu'on veut en couple, ou en famille, encore une fois, mais au fur et à mesure, il va y avoir une perte de confiance, il va y avoir une perte d'intimité et finalement la relation elle-même va se casser. Donc en fait, quand vous avez quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre, c'est jamais bon signe. Donc ça, c'est aussi des choses, sur lesquelles, il faut prendre conscience de, à quel moment je suis dans ce profil agressif et avec qui et derrière, on va voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. On a le profil manipulateur, c'est le plus insidieux parce qu'il est difficile à nommer, il est aussi difficile à reconnaître chez les autres, même si, on en parle de plus en plus sur les réseaux et ça, c'est plutôt une bonne chose. La manipulation, c'est pas forcément quelque chose de calculé ou de machiavélique.
C'est pour ça qu'on va le différencier du pervers narcissique, qui peut être lui très dangereux. Mais le profil manipulateur ici, très souvent, c'est plus une stratégie, je vais dire, inconsciente qu'on a développée pour obtenir ce qu'on veut sans avoir à, en fait, à le demander directement. Parce que la demande directe, bah, c'est quelque chose qui nous fait un petit peu peur. La forme la plus courante, il y a le côté la culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est quelque chose que l'on va entendre de la part d'un manipulateur. On a aussi la victimisation. Non, mais je savais que tu m'aiderais pas. C'est toujours pareil avec toi, en fait. Je te demande toujours de m'aider sur des petites choses, mais tu en es toujours incapable. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Certainement. On a la flatterie aussi qui est très intéressée. Mais toi, tu es tellement compétent, contrairement à certains. C'est pour ça que je te le demande à toi, parce que toi, je sais que ça va être bien fait. Celle-là, elle est assez machiavélique quand même. Hein. Il faut tout s'en méfier de toute manière. On a la pression silencieuse aussi. Non, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller. Je vois bien que tu n'as pas le temps, tu peux pas m'aider. La personne qui va vraiment mais soupirer, genre, elle est à bout de tout et genre: «Non, non, mais c'est bon, laisse tomber». Et là, d'un coup, vous êtes: «Non, mais c'est bon, je vais t'aider» et vous avez marché dans son piège. Le chantage affectif aussi, très sympathique. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Donc si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'aimes pas, en fait. Et bah, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Bah, si je t'aime, bah, donc tu vas le faire. Bah non, ah donc tu ne m'aimes pas. On est vraiment sur, bon, c'est très manipulateur, c'est horrible. Et la comparaison, non mais ton collègue lui il a pas eu de problème à accepter quand je lui demande quelque chose, il le fait. Pourquoi avec toi c'est toujours incroyable, tu ne peux pas faire les choses qu'on te demande? Tout de suite, on vous met en comparaison avec quelqu'un et c'est forcément votre faute. Tout ça, c'est de la manipulation, hein. Elle peut être douce, souvent elle est quand même assez dure, mais dans tous les cas, c'est encore une fois une façon pour l'autre d'obtenir quelque chose en contournant le dialogue. Là, typiquement, on voit bien, il n'y a pas de communication. C'est une personne qui manipule une autre et l'autre qui ne sait pas forcément comment réagir à ce genre de choses. Donc, on n'a ni confiance ni communication. On ne joue que sur de la culpabilité de manière globale. Et donc, on finit toujours à un moment donné de se dire, bon, bah, ok, je le fais, ok, d'accord. Jusqu'au jour où on va arriver à s'en rendre compte, on va repérer cette petite phrase, et on va dire, ça c'est de la manipulation, je m'en éloigne, je prends soin de moi, et je ne rentre pas dans ce jeu de la personne manipulatrice, et je m'éloigne de ça. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, et souvent quand on est en coaching et qu'on a des personnes à qui on révèle qu'elles ont ce côté manipulateur, ben souvent elles sont ultra stupéfaites, elles ne s'en sont pas forcément toujours rendues compte. Et encore une fois, on peut avoir une phrase de temps en temps que l'on va sortir. Alors la personne qui me dit qu'elle a rencontré une personne qui a ces 6 thématiques liées à la manipulation, bon là c'est courage, fuyons très loin, parce que là une personne qui aurait les 6 en permanence, constamment, là on est vraiment sur le pervers narcissique et sur le gros manipulateur, personne manipulatrice, encore une fois ça peut être un homme ou une femme, où là c'est vraiment de la pathologie, donc là ça peut être très dangereux. Encore une fois, c'est quand on a une phrase de temps en temps, dans un contexte avec une personne bien précise, ça veut dire qu'on est dans un profil refuge, qui est le profil manipulateur, mais c'est pas quelque chose que l'on a en H24 en permanence. Donc je vous rassure quand même là-dessus. Parce que je sais qu'on a déjà tous plus ou moins un jour entendu ce genre de phrase. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu ces trois-là, on va se poser un peu la question de se dire, ok, comment on peut reconnaître, enfin on a commencé à reconnaître pardon, les différentes situations où on pouvait croiser ce genre de choses. Maintenant, c'est pourquoi ça devient compliqué de dire non. Qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là bien précis? Et c'est ce qu'on va justement un peu explorer. Genre, pourquoi ça nous pose problème de dire non? Donc, pourquoi ça nous pose problème de dire non? Bah, il y a plein de raisons très souvent inconscientes qui nous empêchent de dire oui. Je vous en ai listé 8. La première, c'est la peur et un peu de blesser ou de décevoir. On ne veut pas faire de la peine à une personne. Et encore une fois, c'est une belle qualité humaine. Et ça, c'est de l'empathie, le fait de ne pas vouloir décevoir, de ne pas vouloir faire de la peine. Le problème, encore une fois, c'est que si cette empathie, elle gouverne toutes vos décisions au détriment de vos propres besoins, on va avoir un problème. Et on le voit beaucoup, les personnes qui sont très empathiques,
et qui sont dans des métiers un peu où il y a du social, beaucoup de relations humaines, souvent, il faut qu'elles aient un petit peu cette soupape de décompression pour arriver à évacuer tout ce qu'elles ont récupéré pendant cette phase d'empathie. Des fois, ça peut être pendant des journées ou autres. Et donc, il faut qu'elles aient cette phase, je parle toujours de soupape de décompression, c'est-à-dire on va aller faire du sport après le boulot, on va aller marcher, on va aller se détendre, on va faire quelque chose pour nous permettre d'évacuer. C'est très important parce qu'effectivement, sinon, on accumule, on accumule, on accumule, et à un moment donné, on a encore l'image, la cocotte minute qui explose. Donc ça, on va éviter. Le deuxième, c'est le besoin d'être aimé, et on veut être aimé, on veut être accepté. Si je dis non, on va se dire que l'autre va moins nous apprécier. Encore une fois, c'est quelque chose qui est, c'est une peur qui est très primaire. Notre cerveau qui va percevoir le rejet social en fait comme une menace. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres. Hein, encore une fois, c'est le côté on reste en groupe pour survivre. C'est notre cerveau reptilien qui nous a habitués à ça. Donc, pour survivre, il faut rester dans le groupe. Donc, il faut apprendre à dire oui à tout. Alors qu'en fait, non. La peur du conflit aussi et des tensions. Encore une fois, c'est la conviction qu'on va être perçu comme égoïste si on ne pose pas nos limites, alors qu'en fait, pas du tout. On a aussi le manque de confiance en soi, mais qui je suis pour refuser en fait. On a la peur aussi ce que j'appelle le FOMO professionnel, c'est le fear of missing out, c'est non mais si je dis non, je vais peut-être rater quelque chose. Peut-être que derrière, il va me proposer une promotion, ou peut-être que derrière, il va parler de moi au chef, qui derrière me propose. Et donc, on se fait des films, clairement, en disant, mais si là, je dis non, ça veut dire que derrière, je vais ne pas avoir les opportunités peut-être de carrière que je souhaiterais. Encore une fois, c'est pas terrible. On a aussi la pression hiérarchique, statutaire, assez classique. Et enfin, on a l'habitude, celle-là, elle est terrible. C'est le oui réflexe, en fait, celui qu'on donne alors qu'on n'a pas du tout réfléchi à ce qu'on vient de se promettre. Je me suis promis que j'allais prendre soin de moi, mais là, je dis oui automatiquement et je ne réfléchis absolument pas à ce oui. Donc ça peut être effectivement très, très problématique. Ce qui est frappant quand on regarde un peu cette liste, c'est qu'elle est entièrement construite sur des peurs. On a forcément peur de quelque chose. Ce qui est une bonne nouvelle, dit comme ça, c'est qu'en fait, les peurs, ça se travaille. Et c'est exactement ce qu'on va continuer à faire. Et décider comment on peut travailler sur nos peurs. Encore une fois, c'est ce fameux syndrome du bon élève. Depuis qu'on est plus jeune, depuis qu'on est tout petit, en fait, on nous a appris à dire oui, parce que c'était bien de dire oui. Être disponible, c'est une qualité. Aider les autres, c'est vertueux. Être serviable, c'est être aimé. Et en fait, on n'a jamais reformulé explicitement ce qu'on a intégré que de dire non. En fait, depuis qu'on est petit, quand on grandit, on se dit, en fait, si je dis non, je suis égoïste, je suis difficile, je suis ingrat, je suis le mauvais fils ou la mauvaise fille, je suis le mauvais collègue, je suis le mauvais manager, alors qu'en fait, pas du tout. On a grandi, encore une fois, avec l'idée que notre valeur dépendait de notre utilité pour les autres. Que si on n'est pas disponible, on ne mérite pas d'être apprécié puisqu'on n'est pas là pour les autres. Que notre place dans un groupe, encore une fois, dans une équipe, dans une famille, dans un couple, est forcément conditionnée à ce côté très serviable. Et ça se retrouve partout dans notre vie. Au travail, on va accepter toutes les missions sans se plaindre. On reste tard peut-être le soir sans que l'on demande quoi que ce soit. On refuse jamais une demande d'un manager, même quand on sait que c'est impossible à tenir. Quand on est en famille, on est toujours disponible pour tout le monde. On annule ses propres plans parce qu'on a un repas avec la famille. On s'occupe peut-être des uns et des autres parce que on doit être là. Vous savez, le on doit. On doit être là pour eux. Et en fait, mis bout à bout, tout ça, on va finir totalement épuisé et souvent on ne le dit pas. Donc il y a ce côté très silencieux qui est assez compliqué. Encore une fois, on repense au comme tu veux. Encore une fois, c'est le côté on n'arrive pas à dire les choses, à mettre des mots sur nos émotions. Et la vraie question, et c'est vraiment celle qui est importante, c'est est-ce qu'on peut être généreux et avoir quand même des limites. Et ça, c'est possible, encore une fois. C'est ce que permet l'assertivité, de se dire, oui, je peux être généreux, je peux être là pour les autres, encore une fois, que ce soit au travail, en famille ou dans un couple, mais je peux aussi poser mes limites. Et donc, pour poser les limites, encore une fois, quand on dit oui contre sa volonté,
il se passe plus rien, hein, généralement. Il se passe surtout, alors plus rien, si, on va dire que c'est plutôt le chamboulement dans votre tête. C'est un peu une spirale infernale, très silencieuse, mais qui, parce que ça se voit pas à l'extérieur, mais qui fait beaucoup de mal. D'abord, on dit oui alors qu'en fait, on le vit totalement différemment à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on est en train de subir, c'est pas quelque chose que l'on a choisi. Donc encore une fois, c'est cette fameuse frustration. Après, on a la rancœur envers l'autre qui arrive. Encore une fois, la personne ne fait entre guillemets que profiter d'une opportunité, mais c'est nous qui lui avons donné cette opportunité. Il nous a demandé quelque chose, on a dit oui. On aurait pu dire non. On a dit oui. Donc en fait, cette personne a profité de cette opportunité. Bon, nous, on s'est effectivement laissé rentrer au piège. On a ce fameux ressentiment envers soi-même parce qu'on n'arrive pas à se défendre. On s'en veut intérieurement de ne pas arriver à se défendre. On a une confiance en soi qui va s'effondrer et on va finir par se sentir totalement invisible, incompris, voire inutile. Ça, c'est la pire des choses, c'est quand on a l'impression d'être inutile. Et en fait, on a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit quelque chose qui est assez éloquent sur ses conséquences, c'est que 40% des burn-out aujourd'hui professionnels sont directement liés à cette incapacité à poser des limites. Et c'est vrai en fait, quand on repense à tout le cheminement qui pousse des fois des personnes à faire un craquage nerveux et autres, se dire, mais oui, mais à aucun moment, elles se sont écoutées, elles sont des personnes qui n'ont pas réussi à se faire confiance et qui n'ont pas réussi à poser des jalons justement pour apprendre à dire non. Encore une fois, ce n'est pas de la faiblesse, hein, c'est juste des mécanismes qui n'ont pas été appris et qu'on ne s'est pas entraîné à les mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne dès notre plus jeune âge, clairement. C'est dire non, c'est pas être mauvais envers les autres, c'est pas manquer de générosité, c'est juste aussi un acte maintenant de santé mentale. J'ai envie de dire, c'est un acte de respect envers l'autre et envers vous-même que vous êtes en train de mettre en place. Donc, encore une fois, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est comment on peut mettre en application ce côté assertif au quotidien, et que ce soit encore famille, boulot, couple, tout ça est ultra important. Donc, d'où ça vient? Donc, ça vient de assertiveness. Je parle anglais comme une vache espagnole. En fait, la définition la plus simple et la plus complète, c'est la capacité à s'affirmer tout en respectant les autres. Et ça, j'ai envie de dire, répétez-le vous plusieurs fois dans la tête. Je m'affirme et je respecte les autres. Ça, elle est ultra importante. Ça veut dire s'exprimer, défendre ses droits et ses opinions sans empiéter sur ceux d'autrui. On est vraiment sur l'affirmation de soi et le respect des autres. C'est le plus important parce que c'est ce qu'on a tendance souvent à oublier quand on a peur de dire non. Alors qu'en fait, c'est je m'affirme et je respecte les autres. Ça, c'est vraiment le mantra qu'il faut se garder en tête. On a 3 dimensions qui sont vraiment importantes. D'abord, un état d'esprit. Encore une fois, c'est une philosophie de vie, hein, la conviction que nos besoins et les besoins des autres méritent d'être entendus. Il n'y a pas d'idée de soumission, il n'y a pas d'idée de domination. On cherche un équilibre. Mais l'équilibre commence par le respect de soi et le respect de l'autre. C'est ça le juste équilibre. Si à un moment donné, on est en déséquilibre, ça veut dire qu'on se fait avoir, il y a de la manipulation ou on est nous en train de manipuler quelqu'un. Donc ça, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. On a ensuite la communication. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est quand vous allez dire les choses, vous allez parler à la première personne. Vous allez nommer votre ressenti. Vous n'allez pas accuser. Vous allez, et on va le voir après, vous allez formuler vos demandes le plus clairement possible, le plus pragmatique possible. Encore une fois, on ne va pas chercher à culpabiliser, on ne va pas chercher à manipuler, on ne va pas chercher à se battre pour avoir raison. Hein, on pense à celui qui veut crier sur tous les autres. On veut juste être compris. Ça va être le plus important. Et puis, on a la troisième, c'est la posture relationnelle. On cherche l'équilibre, donc on cherche le gagnant-gagnant. On va chercher dans de la coopération. Même quand on est en désaccord avec une personne, on va chercher la coopération. Je suis ouvert au dialogue, mais par contre, je suis ferme sur mes limites. Je ne veux pas me faire manger. Je peux dire non et rester bienveillant. Ça va être ça l'optique. Je peux exprimer un désaccord et rester professionnel. Encore une fois, c'est le juste équilibre. Cette formule, il y a une formule d'ailleurs c'est Martine Favreau qui l'avait dit,
L'assertif n'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est quelqu'un qui sait en faire des objectifs à atteindre. Je trouvais ça assez beau. Euh, alors, assertivité versus agressivité, c'est là où ça va être intéressant, parce qu'il y a souvent cette première confusion qui arrive, et ça, je le retrouve très souvent dans les ateliers, c'est l'assertivité, ce n'est pas de l'agressivité. Encore une fois, ce n'est pas dire ce qu'on pense sans filtre, parce que souvent, on a des gens qui disent tout ce qu'ils pensent comme ça, et au contraire, c'est pas moi d'abord, les autres ensuite, et c'est pas non mais c'est pas difficile, non. Là, on est clairement sur de l'agressivité. La différence, elle tient en 3 éléments. On a l'intention, on a le ton et on a le résultat sur la relation. Donc en fait, l'assertif, il doit avoir une intention qui est claire. Elle doit être entendue et elle doit être préservée dans la relation. Donc ça, c'est ce qui va être le plus important. Son ton, il va être calme, il va être posé, on va pas crier plus haut que les autres, mais par contre, il va être déterminé. Ça va être je ne peux pas accepter cela parce que. Mais je ne peux pas accepter cela parce que je vais l'expliquer. L'explication, la proposition d'une alternative, une ouverture justement à la négociation, c'est ce qui va être le plus important. Alors, en face de vous, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui ne va pas être content, mais vous avez respecté cette personne. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et la relation, pour le coup, après l'échange, elle est préservée parce que vous avez été honnête. Vous n'avez pas critiqué la personne, vous n'avez pas remis en cause ce que la personne dit ou veut. Vous avez juste fait état de votre émotion, vous avez juste communiqué quelles étaient vos limites. Oui, je peux pour telle raison, non, je ne peux pas pour telle raison. Et de manière très calme. Donc, on ne peut absolument pas vous en vouloir. Quand on est en face d'une personne qui est agressive, elle veut avoir raison et dominer. Donc son ton, il est forcément élevé, il est tranchant, non mais c'est non, point final. Alors, quand on entend ça, généralement, ça ouvre pas la communication, hein, c'est non, point final, ça fait tout l'inverse. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'explication, on laisse pas un espace, encore une fois, pour que l'autre puisse s'exprimer. On va plutôt se sentir écrasé dans ce genre de relation. Et encore une fois, si vous vous sentez écrasé, vous allez plus vous faire confiance dans cette personne. Donc, les prochains échanges vont pas être très harmonieux. Et le résultat, il est exactement le même en fait. C'est un refus parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Mais ce qu'on va faire, c'est autant quand vous avez quelqu'un qui est agressif qui vous dit non mais c'est non, point final, ok, mais en fait là la communication encore une fois elle est fermée. Donc elle vous a dit non, mais elle est fermée. Vous si vous restez assertif, vous dites non, mais par contre le chemin est totalement différent parce que vous maintenez la relation saine, vous n'êtes pas là pour juger la personne, mais pour poser vos limites. Encore une fois, on est dans le respect de l'autre. J'impose ce que je suis en train de dire, je me respecte et je respecte l'autre. Je m'affirme et je respecte l'autre. Ça, c'est vraiment pour le coup ultra important. Et on voit bien que c'est clairement différent. Soit on est agressif et on ferme la communication et on dit au revoir à la relation, soit on est assertif, on dit non, mais par contre, on est ouvert à la communication et au dialogue et à la discussion. Avant dans les techniques un peu plus concrètes, je vais vous donner quelque chose de fondamental, c'est la liste de vos droits assertifs. Je trouve que c'est quand même important. Ces droits, en gros, c'est pas des permissions qu'on vous accorde, hein. Ce sont des acquis qu'on doit avoir pour avoir une relation saine avec une personne. Parce qu'on a tendance à oublier ces acquis et je me dis, non, faut pas les oublier. En fait, vous avez le droit de dire non sans vous justifier pendant 10 minutes. Ça aussi, on l'entend très souvent. Une personne qui va dire non, mais là, je peux pas parce qu'il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis là, il y a peut-être ça. Ou quand les personnes vous disent non par email et qu'elles vous mettent un pavé comme ça, ok, on sent que c'est non, je peux pas pour telle raison. Point. Ça fait une ligne, pas 10. Et donc ça aussi, c'est important. Le droit de changer d'avis, vous avez le droit. Là, je peux pas. Attends, peut-être que finalement, là, je peux. Ok. Ou là, tu avais dit oui et finalement, c'est non. On a le droit de changer d'avis.
Encore une fois, s'il y a les explications derrière, on a le droit. Le droit de faire des erreurs et d'apprendre, le droit d'exprimer vos émotions sans qu'on vous dise que vous êtes trop sensible. Ça, c'est cette phrase, elle est horrible. Ah non, mais toi, tu es trop sensible. Non, non. Le droit de ne pas tout comprendre et de demander à la personne qu'elle vous donne des explications, qu'elle vous mette les choses un peu plus en contexte aussi. On a le droit. On a le droit de ne pas être responsable aussi des émotions des autres. Si on a en face de nous quelqu'un qui s'énerve, eh ben, on n'est pas responsable de ses émotions. On gère les nôtres. On ne gère pas les émotions des autres. Ils font leur tempête émotionnelle tout seuls dans leur coin. On a le droit de se demander ce dont nous aussi on a besoin. En fait, de quoi j'ai besoin? Oui, on a le droit de fixer aussi vos propres priorités. Encore une fois, cette liste, elle est ultra importante. Elle est essentielle pour que vous ne rentriez pas dans ce côté ultra culpabilisant. Et ça, c'est encore une fois pour éviter de faire de la résistance parce que souvent la résistance, c'est oui, mais. Oui, mais là, c'est pas facile. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Non, il n'y a pas de oui, mais ou c'est pas si simple que ça. C'est possible, encore une fois. Alors, méthode des petits pas, on y va petit à petit. La prochaine fois que votre boulangère vous propose une deuxième baguette à 50%, ou vous en prenez 3, vous en payez que 2 alors que vous vouliez qu'un seul croissant, apprenez à dire non déjà à cette personne. Et tout doucement, vous allez pouvoir monter entre guillemets, d'échelons et de difficultés pour apprendre à dire non avec aisance et avec facilité. Et en fait, on va se rendre compte que dire non, encore une fois, c'est pas être méchant, c'est pas refouler l'autre, pas du tout. C'est encore une fois, je m'affirme, je respecte l'autre. Là, si je veux faire les choses correctement et bien, je ne peux pas. Encore une fois, mais on y va échelon. Souvent, je commence avec en boulangerie ou dans un supermarché, on vous propose une super promo, mais en fait, vous n'en avez pas besoin. Et instinctivement, vous disiez oui, apprenez à dire non déjà avec cette phase-là. Ça peut déjà aider. Le triangle de Karpman, je voulais aussi vous en parler parce que je sais que ça doit parler normalement à certaines personnes. On a 3 rôles qui sont importants dans ce triangle. On a le persécuteur, qui est la personne qui va blâmer, qui va accuser, qui va critiquer, qui va imposer. On retrouve un peu le personnage agressif de tout à l'heure. On a la victime qui se sent souvent impuissante, qui est submergée et qui va chercher du secours. Et on a le sauveur, je les ai inversés sur ma slide, c'est la personne qui vient aider parce que qu'on lui demande vraiment, cette personne a besoin d'être utile, d'être nécessaire, donc elle vient à la rescousse. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que les rôles ils tournent, c'est-à-dire que quand vous avez une seule personne on a tous, alors j'espère pas, mais les personnes qui ont ce triangle de Karpman vont passer de sauveur à persécuteur en quelques secondes. C'est-à-dire si l'aide n'est pas appréciée à sa juste valeur, et là où au départ, quand eux viennent nous aider, on ne met pas cette personne sur un piédestal, elle va devenir persécuteur. C'est aussi des personnes qui vont jouer la victime parce qu'elles vont chercher à culpabiliser l'autre, parce qu'elles veulent obtenir absolument quelque chose de cette personne. Donc là, on est toujours sur le côté de manipulation. Et on peut avoir une personne qui va persécuter quelqu'un tout en pensant qu'elle est en fait victime. Donc, encore une fois, si vous travaillez votre assertivité, vous allez repérer les personnes qui sont dans ce triangle et vous allez arriver à en sortir. Encore une fois, le persécuteur qui devient assertif, il va exprimer un besoin sans blâmer. J'ai besoin que ce rapport soit rendu vendredi à 17h. Ok, je ne suis pas là pour te blâmer, je dois exprimer un besoin. Ok. La victime qui devient assertive, elle est capable de formuler une demande directe, c'est-à-dire je rencontre une difficulté, est-ce que tu peux m'aider sur ce point précis? Encore une fois, elle n'est pas en train de se victimiser à ce moment-là, elle devient un peu plus assertive. Et on a le sauveur qui peut devenir un peu plus assertif parce que il va demander quelque chose avant d'agir. De quoi as-tu besoin de moi exactement? Le sauveur, c'est pas avant, c'était celui qui allait faire les choses à votre place. Non, mais tu vois bien que c'est facile. Regarde, je te prends l'ordi, tu as juste à appuyer là-dessus et c'est fait. Ah, je comprends pas. Il s'est mis en position de sauveur. Après, hop, il vous blâme, donc il passe persécuteur. Et après, il peut devenir victime. Non, mais tu vois, j'ai passé 3 heures avec toi. Du coup, là, maintenant, je suis débordée, j'ai pas le temps d'arriver. On a notre joli triangle de Karpman. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez repérer. Et encore une fois, rien n'est perdu. On peut aider aussi les gens à se changer.
Vous pouvez aussi aider les gens à reformuler des fois leurs phrases, leurs demandes pour qu'elles soient beaucoup plus assertives. Il y a la méthode DESC qui existe pour ça, qui va vous permettre justement, et c'est clairement l'outil numéro 1 en plus, qui vous permet vraiment de poser à chaque fois la manière de communiquer, pardon, pour arriver à être le plus assertif possible. Donc, la méthode DESC, c'est un acronyme, c'est 4 lettres pour 4 étapes. Et en fait, l'idée, ça va être de les intégrer parce que vous allez pouvoir les appliquer partout. Donc, on a le D comme décrire. Donc là, ce qu'on veut, c'est on décrit en fait les faits objectivement. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour interpréter. On n'est pas, non mais tu respectes jamais personne. Ça, c'est un jugement. Mais on va plutôt dire, depuis 3 semaines, nos réunions démarrent avec 20 minutes de retard. C'est un fait. Hein, on commence avec, on décrit la situation. C'est un fait. C'est un fait qui est incontestable. On n'est pas là en train d'attaquer. On est simplement en train de poser le contexte. Ok. Depuis 3 semaines, nos réunions démarrent avec 20 minutes de retard. C'est le D, je décris la situation. Ensuite, on a le E pour exprimer. L'objectif, ça va être d'exprimer son ressenti. Et là, ce qui est essentiel, c'est pas le on dit, les autres, non, c'est le je. C'est je, J-E, qui est vraiment important. Donc, c'est pas le non, mais tu me frustres, tu me saoules à toujours arriver en retard aux réunions. Non, parce que là, on n'est pas avec du je. Donc, on doit exprimer. Écoute, je me sens un peu frustrée car ça perturbe toute l'organisation. La différence, elle est énorme, encore une fois. On n'est pas en train de juger l'autre parce que le premier, on est en train de l'attaquer. Tu me saoules, tu me frustres, toutes les phrases qu'on peut sortir quand on est énervé après une personne. On est plutôt dans un partage. Je me sens frustrée, moi, je me sens frustrée car ça perturbe l'organisation ou ça perturbe mon organisation, on peut le dire aussi. Ensuite, on a le S comme spécifié, pardon, j'allais dire simplifié, pas du tout, spécifié. L'objectif, c'est de formuler la demande, encore une fois, le plus clair, il faut une demande précise, une demande réaliste. On repense à l'effet SMART, comme on dit souvent, il faut que ce soit réaliste dans le temps et tout. C'est à peu près la même chose. Vous savez, quand on dit non, mais tu me saoules, tu arrives toujours en retard, il faut que les choses changent. C'est pas très spécifique. La demande, elle n'est pas ultra claire, c'est beaucoup trop vague. Donc là, ce qu'on va demander plutôt, c'est je souhaite, encore une fois, qu'on commence à l'heure prévue, soit, je sais pas, 9h, si la réunion est à 9h. Et là, encore une fois, on est sur une demande qui est concrète, qui est actionnable et qui peut laisser à l'autre, encore une fois, la possibilité de réagir. Il peut dire, oui, mais moi, à 9h, c'est pas possible pour moi pour telle et telle raison. On est dans un échange, dans une communication. C'est pas il faut que ça change, et il n'y a pas derrière débrouille-toi comme tu veux, je veux pas le savoir. On est tous dans de la communication dans ces cas-là. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on rappelle, on décrit la situation, qu'est-ce qui se passe, la réunion depuis 3 semaines, la réunion démarre en retard. J'exprime, moi je me sens frustrée pour telle et telle raison. Quelle est la demande? Je souhaite que l'on commence à l'heure. Voilà, encore une fois, c'est important. La conséquence, c'est le C. On va évoquer les bénéfices pour tout le monde. Encore une fois, on n'est pas là pour menacer. On veut que les choses avancent et qu'on puisse les changer. Non, mais comme ça, comme ça, parce que tout à l'heure, si on prend l'exemple, c'est non, mais c'est comme ça et il n'y a pas à tortiller, je l'impose et puis c'est tout. Encore une fois, on coupe la conséquence, je coupe la communication. Par contre, là, je vais échanger, comme ça, on pourra finir à l'heure et chacun pourra mieux gérer son agenda. Encore une fois, c'est si la réunion commence à 9h et qu'à 9h30 ou 10h, elle est terminée, si on démarre avec 20 ou 30 minutes de retard, tout peut se décaler dans l'agenda. Donc là, c'est comme ça, on pourra tous finir à l'heure et gérer au mieux nos agendas. Encore une fois, c'est le moment où, en fait, quand vous êtes dans cette méthode, vous invitez l'autre à venir partager votre vision et à venir partager son avis, peut-être ses difficultés, parce qu'il va vous dire, mais oui, mais pour moi, c'est pas possible. Si j'arrive en retard depuis 3 semaines, c'est pour telle raison. On lui donne la possibilité de s'exprimer. Si on coupe, si on est agressif ou manipulateur, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment le plus important sur les 4, j'ai envie de dire, c'est le D, c'est le démarrage, c'est le décrire. On a beaucoup de personnes qui vont sauter cette étape et qui vont dire non, mais je me sens frustrée, blablabla, mais qui n'ont pas rappelé le contexte, en fait, la description de pourquoi tu te sens frustrée. Et encore une fois, si vous n'expliquez pas les faits, si vous ne mettez pas les faits dans un contexte, en fait, l'autre va se mettre dans une posture très défensive
Et encore une fois, eh ben, on va finir par être dans de l'attaque, dans de l'agression, et vous allez vous dire: «Mais je comprends pas, j'ai utilisé la méthode». Non, parce qu'il faut vraiment penser au côté desk, enfin au côté desk, au côté, d'écrire, qui est vraiment le plus important. Encore une fois, c'est je remets dans un contexte, j'exprime mes émotions, j'explique, ce que je voudrais avoir, et j'explique pourquoi c'est un bénéfice pour tout le monde. Derrière, on peut poser une question: «Qu'est-ce que tu en penses?» On peut très bien terminer cette méthode desk par cette petite phrase: «Qu'est-ce que tu en penses?» Comme ça, on invite encore plus l'autre à rentrer dans la conversation. Ça, c'est vraiment le plus important. Et oui, comme je vois des petits messages de Stéphane, important de ne pas confondre explication et justification. C'est vrai que c'est très important. En pratique, ça donne quoi? Imaginons Sophie, qui est directrice RH. Elle est compétente, elle est reconnue dans son travail, elle est investie aussi, elle se donne beaucoup. Et puis, bah, son manager, il vient lui confier un nouveau projet. Il y a un chantier d'onboarding à mettre en place. Alors, elle pilote déjà pas mal de chantiers à côté. Il lui manque peut-être des personnes dans son équipe. Elle est donc un peu à flux tendu. La réaction classique de la bonne élève, c'est qu'elle va dire oui, bien sûr, elle sait gérer, et au bout de 3 mois, elle risque de s'effondrer. Donc, clairement, voilà comment Sophie pourrait utiliser le desk avec, pour le coup, son manager, ou son manager pourrait utiliser la méthode desk aussi avec elle pour l'aider à aller mieux. Ça va être Marie, je constate que tu me confies oui, c'est Sophie là ouais, c'est Sophie la RH, pardon, je me perds dans mes exemples. Marie, je constate que tu me confies le pilotage du projet onboarding en plus de mes 4 chantiers actuels. Bon, ok, Sophie est en train de s'exprimer. Donc ça, c'est le D. Le E, je me sens dépassée car mon planning ne me permet pas d'assurer ce nouveau projet avec la qualité qu'il mérite et la qualité que tu en attends à juste titre. Encore une fois, on rappelle ce qui est attendu de la part de l'entreprise. Je te propose soit de reporter le démarrage d'un mois, soit de me retirer temporairement d'un autre chantier, le temps de lancer celui-ci dans les bonnes conditions. Encore une fois, alors c'est normalement la manière dont on devrait tous se comporter, encore une fois. Enfin, même son manager aurait dû y penser en avant, mais là, on part du principe qu'il ne l'a pas vu. Donc, elle est obligée de mettre les points sur les i. Et là, elle fait la conclusion, elle donne pour le coup le bénéfice pour tout le monde. Ainsi, le projet onboarding sera mené rigoureusement, l'équipe sera mieux accompagnée et on évite de produire quelque chose de bâclé. Tout le monde y gagne. Et là, on pourrait encore une fois terminer par qu'en penses-tu? Et l'idée, c'est que on n'est pas là en train de refuser quelque chose brutalement, mais on remet dans un contexte. Il y a pas de c'est trop, je peux pas. On pose les faits. Voilà la situation. On explique une contrainte qui est réelle. Voilà dans quel état, voilà pourquoi je ne peux pas. On propose une alternative et on montre les bénéfices pour tout le monde. Et derrière, on ouvre la débat. Qu'en penses-tu? Et ça, c'est une manière encore de dire non à son manager. On ne veut pas perdre de crédibilité parce qu'on a bien conscience que Sophie, elle fait plein de choses en entreprise, elle gère déjà plein de dossiers. Et on montre aussi qu'on est force de proposition en disant non, je ne peux pas pour telle raison. Et c'est beaucoup plus sain. Ça fonctionne aussi beaucoup quand on a un manager qui ne veut jamais prendre de décision. Ça fonctionne très bien aussi, cette méthode desk, parce qu'on rappelle le contexte, on propose des alternatives, et donc l'autre doit décider. Et c'est plutôt pas mal quand on a un manager qui est toujours très hésitant ou qui ne veut jamais prendre de décision et qui remet toujours ça sur le dos des autres. Ou quand on est, typiquement, quand on est débordé de quelque chose et que on est censé avoir un manager qui est censé le voir, s'en rendre compte et nous aider là-dessus, c'est de lui dire voilà la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, voilà ce que je te propose, qu'est-ce que tu en penses? Elle aurait même pu aller plus loin, c'est quel dossier je te propose que tu me retires, soit ce dossier, d'être précise dans les dossiers qu'elle voulait qu'on lui retire, en proposant cette alternative. Encore une fois, ça peut être des techniques qui peuvent très bien fonctionner. Si on l'utilise encore, deux techniques que vous pouvez aussi, qui vont compléter cette méthode desk, qui fonctionne assez bien aussi. Et une fois qu'on les a en tête, c'est beaucoup plus facile. La première, c'est le disque rayé. Le disque rayé, le principe est assez simple. En fait, face à l'insistance d'une personne, vous allez répéter en fait calmement et vous allez absolument pas varier votre position. Vous allez donc surtout, faut pas s'énerver, faut pas vous justifier, faut pas rajouter des phrases ou des mots.
Faut surtout pas céder. Vous êtes vraiment on se met dans un modèle de disquerier. Typiquement, ça va être: «Bah, viens, tu peux m'aider machin, allez viens, ça prendra que 10 minutes». «Non, je ne suis pas disponible». «Allez, mais juste cette fois-ci». «Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne suis pas disponible». Ma réponse reste non. «Non, mais tu me déçois vraiment». «Alors je t'entends, encore une fois, je t'entends, mais ma décision reste la même. Je ne suis pas disponible». Encore une fois, on répète la chose, on est vraiment en mode disquerier. «Non, mais je t'entends, non, mais je comprends, mais je ne peux pas». Ma réponse est toujours non. Encore une fois, plus on s'énerve pas, on justifie pas, on reste ultra calme et plus vous êtes calme, plus vous entre guillemets «vous perdez» l'autre qui peut aussi s'énerver, mais lui qui cherche, souvent dans ces cas-là, les personnes ont une stratégie un peu d'usure en disant: «Mais à la longue, elle va finir par me dire oui» ou «il va finir par me dire oui». En fait non, 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 je reste calme, ma réponse est toujours «nee», je comprends, j'entends, il existe certainement d'autres alternatives, mais moi, en tout cas, c'est toujours non. Ça, c'est plutôt, moi, j'aime bien le disquerier. Et puis, il y a la technique du brouillard. Si vous avez une personne en face de vous qui vous critique, l'idée, c'est d'acquiescer un petit peu, sans pour autant, en fait, abandonner votre position. C'est-à-dire que vous allez, c'est une manière de désamorcer un peu l'attaque, parce que vous allez reconnaître une part de vérité dans ce que l'autre est en train de dire. Et en fait, l'autre, il n'arrive plus à vous manipuler comme il le voudrait. Non, mais tu travailles trop lentement. Tu as peut-être raison sur certains projets. Ouais, ouais, peut-être. Non, mais tu aurais dû gérer ça différemment. C'est possible. Il y avait d'autres approches envisageables. Encore une fois, vous reconnaissez les choses, mais pas totalement. C'est oui, oui, tu as peut-être raison sur certains projets, je travaille trop lentement. Il y a peut-être des raisons encore une fois, mais on ne se justifie pas, on n'argumente pas. On dit oui, non, mais tu as certainement raison, c'est possible, c'est possible. Et encore une fois, l'idée, c'est de pas capituler face à l'autre, c'est de pas contre-attaquer non plus, c'est de créer cette petite zone un peu de flottement, d'où le brouillard, où l'autre en fait peut pas s'accrocher à votre résistance. Quand on dit non et quand on essaye de justifier, d'argumenter, l'autre en fait va récupérer tout ça pour s'accrocher et rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, si vous ne dites rien de plus que d'acquiescer qu'effectivement la personne a peut-être un peu raison sur certaines choses, elle va être obligée de s'engouffrer là-dedans et donc l'objectif, c'est que la communication devienne constructive. Oui, il y a peut-être d'autres approches envisageables, très bien, oui, tu aurais dû faire ça. Je ne connaissais pas cette approche, est-ce que tu peux me la montrer? Est-ce que tu peux Encore une fois, on va être sur quelque chose de plus constructif parce qu'on met l'autre dans un brouillard, il ne peut pas aller s'accrocher à autre chose et donc il ne s'accroche qu'à ce qu'il voit. Donc c'est votre acquiescement partiel pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Elle est plus À mon sens, elle est plus compliquée à mettre en place. Euh, je vous ai dit ici, Marie faisait l'autruche. Euh, et si Sophie est un tir au flanc, oh, vous êtes vache. Eh ben non, non, non. On n'est ni tir au flanc, ni on ne fait pas l'autruche. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, parce que si Marie, si Sophie fait, si Marie fait l'autruche et si Sophie non plus ne veut pas, que ce soit l'une ou l'autre, encore une fois, on va partir sur, on va imposer, on va faire en sorte que, oui, 1, 2, 3, je le redis, on va faire en sorte d'imposer une décision auprès de Marie, donc du manager, pour aider Sophie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Sophie propose des alternatives, de lui retirer un projet pour que justement ce soit plus gérable. Et donc Marie peut pas faire l'autruche parce que derrière, Sophie va lui redire très bien. Et donc là, en ce moment, je travaille sur ces 3 dossiers. Lequel veux-tu me retirer? Si Marie dit aucun des 3, très bien. Donc dans ces cas-là, je ne peux pas m'occuper du dossier d'onboarding. Et si Marie dit si malgré tout, alors non, je te redis que je ne peux gérer que 3 projets en même temps. Aujourd'hui, j'en ai 4. Lequel veux-tu dispatcher à quelqu'un d'autre ou remettre à plus tard? Encore une fois, et là, dans ces cas-là, on a la technique du brouillard entre Marie et Sophie pour imposer à Marie de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc ça, c'est ce qu'on peut effectivement imposer. Encore une fois. Oui, il faut que j'arrête avec l'encore une fois. Je lis: «Et si Marie dit oui, on va te retirer un dossier, mais dans les faits, rien ne se passe et la charge de travail submerge Sophie». Alors dans ces cas-là,
Dès lors que Marie acquiesce le fait qu'on va lui retirer un projet, ce que Sophie doit réaliser, c'est tout de suite faire un écrit ou tout de suite se mettre d'accord avec Marie en disant: «OK, quel dossier on retire, à qui on le donne et à partir de quand?» Donc en fait, on va remettre tout à plat et on va tout, tout réécrire parce que alors moi j'aime bien les traces écrites, hein, dans ces cas-là. Heu et oui, Sophie a certainement besoin de vacances également. C'est déchaîné dans la conversation, j'aime bien. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc on va faire un email où Sophie va pouvoir dire, bah, très bien, suite à notre échange, donc elle met Marie en copie et peut-être la nouvelle personne qui va récupérer ce dossier. Nous avons convenu que ce dossier ne serait plus traité par moi à partir de telle date, et donc je confie tous les éléments à un tel. Hop, et comme ça, c'est acté. Et après, Sophie peut partir en vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Formuler un non positif. Ça aussi, c'est important de savoir dire non. Euh, c'est la formule que je vais recommander et que je recommande souvent à tout le monde parce qu'à la fois, elle est très ferme, mais elle est respectueuse et elle est, à mon sens, constructive. Étape 1, ça va être de reconnaître. Ça est toujours importante. On va montrer qu'on a entendu, qu'on a compris la demande de l'autre. On va valider l'intention de l'autre. Encore une fois, on n'est pas sur de la flatterie, on est sur du respect. Je comprends, ce rapport est important pour toi et que tu comprends et que tu comptes, et que tu comptes sur moi pour le livrer dans les temps. On reconnaît. Encore une fois, on n'est pas sur de la flatterie, mais on explique à l'autre qui nous demande de faire quelque chose qu'on comprend que ce qu'il nous demande est important. Encore une fois, l'idée, c'est d'être une phrase. La reconnaissance, elle tient en une phrase. Ensuite vient le refus, parce qu'il ne faut pas qu'il tarde de trop le refus. On va dire les choses très clairement, on va les dire fermement. Alors, on ne va pas s'énerver non plus, on va garder la voix très calme et très posée quand on va dire non. Et on ne va pas énumérer 36 000 raisons parce que souvent on a une avalanche d'excuses qui arrive quand on refuse quelque chose. Une seule. On en choisit une, mais on choisit la bonne. Donc, je comprends que ce projet est important pour toi et que tu comptes sur moi pour le livrer dans les temps. Cependant, je ne suis pas en mesure de l'assumer dans ces délais. Cependant, le réaliser, je sais pas moi, en 48 heures ou en une semaine, ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas le réaliser. Le jeu est aussi très important. Ensuite, parce qu'on peut pas laisser sur un non comme ça, genre non, démerde-toi. Il faut proposer. Donc, il faut qu'il y ait une alternative qui arrive. Si on en a une, c'est idéal. Donc, et ça permet un peu de compenser aussi et de montrer qu'on a ce côté un peu bonne foi, bonne volonté, qu'on a envie d'améliorer aussi cette relation, en tout cas de la maintenir dans un système de coopération. Parce qu'on est là pour travailler tous ensemble, donc on va coopérer. Donc je te dis non, je reconnais et je te remercie de reconnaître ma valeur pour avoir envie de t'aider. Je te dis malgré tout non, mais je vais te proposer une alternative. Et là, ça va être, en revanche, je peux vous rendre une version synthétique vendredi en fin de matinée. Est-ce que ça vous conviendrait? Donc, je ne peux pas faire tout un rapport, peut-être tout un dossier ultra complet, mais je peux envisager une version synthétique. Alors, on peut même préciser 2-3 pages d'ici vendredi matin, mais si vous voulez quelque chose de complet, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Encore une fois, il faut être précis. Ça peut être une hypothèse. Ou alors, ça peut être, je peux demander à un tel qui dispose d'un peu plus de temps en ce moment de vous épauler sur ce dossier. Encore une fois, ça peut être une alternative. Ou ça peut être, si je peux vous proposer qu'on réalise une petite réunion de 20 minutes, une demi-heure avec les équipes pour comprendre les difficultés que vous avez sur ce projet et voir comment on peut vous aider. Encore une fois, l'idée, c'est de proposer quelque chose. Je reconnais, encore une fois, la demande que l'autre est en train de me faire. Je la refuse avec une seule explication et je propose une alternative. Et on est toujours dans le fameux « est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, ça ne me convient pas. Mais je n'ai que cette proposition à vous faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la personne est obligée un petit peu d'avancer.
Alors, que me dit Diane sur Marie à nouveau? Et si Diane demande à Sophie de justifier point par point sa demande, et si Marie, pardon, et si Marie demande à Sophie de justifier point par point sa demande pour vendre le délai à la hiérarchie, étant entendu que la production de cette justification est chronophage et peut être qualifiée de subjective. Waouh, méga longue la phrase là, Diane. De justifier point par point sa demande. Ça demande de ne pas avoir pour vendre le délai à la hiérarchie. Bah, c'est possible. Elle peut tout à fait le justifier par point, mais après, le premier point, c'est dire bah, qu'aujourd'hui, son temps est réparti entre 3 projets qui lui prennent chacun X% de son temps. Et que la production de ce nouveau projet va lui prendre X%, donc c'est pas possible pendant les heures imparties liées à son contrat de travail. Donc, la justification est chronophage et peut être qualifiée de subjectif. Bah, dans ces cas-là, moi, quand vous avez quelqu'un si vous pensez que les autres vont vous dire non, mais ça c'est subjectif, c'est toi qui penses, mais je suis sûre que tu vas bien t'organiser, blablabla. Dans ces cas-là, moi, j'invite souvent les gens à à me justifier ce qu'ils pensent être subjectif. C'est-à-dire, il faut retourner la question dans ces cas-là pour que ce soit à Marie de justifier et non pas à Sophie. Là, dans ces cas-là, faut se rabattre sur le. On reprend le comportement manipulateur. On se réfugie dans le comportement de manipulateur pendant quelques secondes pour que ce soit à Marie, en fait, de se justifier et non pas à Sophie. C'est-à-dire que c'est à Marie de justifier que ses équipes emploient leur temps correctement et donc ça, dans ces cas-là, c'est quand même de la responsabilité du manager. 5, quelques exemples concrets, je l'ai passé très vite là, pro et perso, parce que c'est aussi important qu'on puisse, je regarde l'heure parce que je suis très bavarde. Oula, j'ai des micros d'ouvert, attention. Tac, 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 je vais me remettre sur les participants. Qui c'est qui m'a laissé un micro ouvert? Non, tout est coupé, c'est bon, merci. Donc, le manager débordé, dire non à sa hiérarchie, c'est le premier cas. C'est le plus courant et que j'entends autour de moi. Effectivement, vous avez déjà, justement, on reprend l'exemple de Sophie, 4 projets en cours, votre équipe est à flux tendu, votre directeur vous convoque et vous confie un 5e projet. Il est tout souriant, il a confiance en vous parce que vous avez toujours dit oui jusqu'à présent. Là, en fait, si on a une réponse passive, celle du bon élève, c'est oui, bien sûr, je vais gérer ça. Et vous le pensez, vous allez essayer, et puis dans 3 mois, vous allez vous écrouler. Donc, effectivement, ce sera dramatique. Par contre, la réponse assertive, c'est je suis vraiment honorée. Encore une fois, on reconnaît que tu me fasses confiance sur ce projet. Ensuite, on va expliquer. Je vais être totalement transparent avec toi sur la situation réelle de mon équipe en ce moment. Nous sommes à 100% de notre capacité sur les 4 chantiers en cours. Je veux qu'on réussisse ce nouveau projet parce qu'il le mérite. Et pour ça, donc là, hop, quelle est la demande? J'ai besoin de ton aide pour prioriser. On remet, encore une fois, l'idée, c'est la responsabilité n'est pas aux équipes de mieux s'organiser. La responsabilité est au manager de mieux répartir les projets auprès de ses équipes pour ne pas les surcharger. Et donc, c'est pour ça qu'on retourne vraiment le projet en disant j'ai besoin de ton aide pour prioriser. Est-ce qu'on peut décider ensemble de ce que l'on reporte ou ce qu'on délègue autrement? Encore une fois, vous savez, comme avec les enfants, l'exemple horrible. Mais comme avec les enfants, c'est pas va ranger ta chambre, parce qu'on sait très bien qu'aucun enfant ne va ranger sa chambre quand on lui dit, c'est est-ce que tu préfères ranger ta chambre avant le repas ou après le repas? On lui offre 2 alternatives. Mais de toute manière, il faudra qu'il range sa chambre. Et là, c'est exactement la même chose avec le manager, avec le DG. Mon alternative, c'est est-ce que tu veux justement qu'on reporte, qu'on décide ensemble de quel projet on reporte, ou est-ce que tu veux qu'on voit ensemble comment on va déléguer un de ces projets? Parce qu'il va falloir libérer, comme c'est mis, de la bande passante nécessaire pour les équipes. Encore une fois, c'est qu'est-ce que tu me proposes? Je te remercie pour ta confiance. Voilà aujourd'hui le constat, où est-ce qu'on en est nous. Voilà, moi, ma proposition, c'est soit on délègue, soit on reporte. Qu'est-ce que tu choisis? Et ça, encore une fois, c'est je ne dis pas non.
Je dis, en fait, c'est oui, et voici ce dont j'ai besoin pour que ça fonctionne. C'est oui, je peux travailler sur ce projet, mais pas en l'état. Encore une fois, c'est votre DG, votre manager, c'est votre responsable. Il doit être force aussi de proposition et il doit aussi prendre ses responsabilités. Encore une fois, c'est à lui de gérer l'emploi du temps, enfin l'emploi du temps, de gérer la masse de travail qu'il confie à ses équipes. Donc, c'est soit il y a des projets qui sont délégués, soit il y a des projets qui sont reportés. Il va falloir faire un choix. On ne peut pas faire les quatre projets. Et si on n'a pas le choix, non, ce n'est pas possible. Encore une fois, dans ces cas-là, on est sur le disque rayé en disant, mais ce n'est pas possible. Les équipes ne peuvent pas ajouter quelque chose. C'est très dur au début. Hein. La première fois qu'on le fait, il est très dur parce qu'on est sur un disque rayé qu'on peut amener à son manager ou à son DG. C'est clairement pas évident, mais c'est tellement bon pour vous aussi, et encore une fois, pour votre santé mentale et une manière de vous affirmer, de vous respecter et de respecter l'autre. C'est parce que si l'autre ne le voit pas, il faut aussi se mettre en avant que l'autre ne vous respecte pas comme il devrait. Et donc ça aussi, c'est vraiment important. Un deuxième cas, le collègue qui délègue en bas dans l'autre sens. Marc est votre collègue de bureau, il est très sympathique, Marc, mais depuis quelques semaines, il vous envoie régulièrement des petites tâches qui ne sont pas de votre ressort. Préparer un tableau, reformater un document, compiler des données. À chaque fois, il dit que ça va prendre que 10 minutes. Et à chaque fois, ça en prend au moins 30. Donc, vous dites rien, parce que vous avez peur justement d'abîmer cette relation, ou de passer pour quelqu'un qui ne met pas du sien dans cet esprit coopératif d'équipe. Donc, si on a une réponse assertive, ça va être « Marc, je vois que tu es sous pression sur ce point. Je dois être honnête avec toi, j'ai mes propres livrables à rendre demain matin et mon planning est vraiment serré. Par ailleurs, ce type de tableau relève normalement de l'équipe finance. C'est dans leur périmètre. Je peux te mettre en contact direct avec Léa, qui est la mieux placée pour t'aider rapidement. » Encore une fois, c'est hop, mec, c'est pas mon taf. Encore une fois, c'est je ne refuse pas sèchement, c'est pas non, je ne veux pas, mais c'est reconnaître l'urgence, poser la contrainte réelle, proposer une solution alternative et rappeler que ça, c'est plutôt la responsabilité d'une autre équipe qui, encore une fois, ça permet de préserver la relation que vous avez avec Marc. Ça, c'est des fois des choses que l'on peut croiser régulièrement au quotidien. En famille aussi, c'est aussi important. Dire non à ses parents ou à sa fratrie. En fait, vous avez des fois des parents qui vont vous demander d'organiser des repas de famille, par exemple pour Noël. C'est peut-être toujours vous d'ailleurs qui êtes en train de l'organiser. Chaque année, c'est votre responsabilité. Et là, cette année, vous dites non, j'en ai marre, je suis épuisée. Vous avez besoin de souffler. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Réponse habituelle dans la famille, c'est bon, d'accord, je vais m'en occuper encore cette année. Vous le faites, vous râlez dans votre coin, vous avez encore une fois ce côté ressentiment envers la famille. Vous êtes épuisé en janvier, vous n'avez absolument pas profité des fêtes de Noël. Donc ça, c'est catastrophique. Si on est un peu plus assertif, c'est papa, maman. J'adore vraiment qu'on se retrouve en famille. J'adore, c'est génial quand on est tous ensemble. Ces moments comptent énormément pour moi. Mais cette année, j'ai vraiment besoin de souffler et ne pas porter toute l'organisation. Je vous propose qu'on répartisse les rôles. Je me charge des entrées. Marie prend le plat principal et on se retrouve chez Paul qui a la plus grande maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, on doit à un moment donné dire les choses. Vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui à vos parents. C'est poser vos limites, proposer une autre organisation qui est peut-être un peu plus collective, un peu plus joyeuse, un peu plus sympa. L'objectif, c'est que la famille continue à se réunir, mais par contre, c'est plus tout sur vos épaules. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut être proposé. Encore une fois, c'est apprendre à dire non à ses parents. C'est jamais évident, mais encore une fois, si vous posez le cadre, que vous expliquez et que vous proposez des alternatives, on peut pas vous le reprocher, quoi. Et je vous propose un autre cas, c'est aussi dans le couple, quand vous voulez exprimer vos besoins. Encore une fois, c'est ultra important. Votre partenaire, par exemple, qui prend régulièrement des décisions importantes qui vous concernent tous les deux, vacances, finances, sorties, peu importe, mais il le fait ou la personne le fait sans vous consulter.
Donc vous, bah, forcément, vous allez le vivre un peu comme un manque de respect, ce qui est assez logique, mais vous osez pas le dire, vous osez pas vous affirmer. Donc, si vous restez en mode passif, c'est bon, ça me va, alors qu'en fait, non, ça ne va pas du tout. Vous êtes en train d'accumuler, on repense à la cocotte minute qui va exploser des fois pour une bêtise, et donc à un moment donné, bah, l'autre ne va pas comprendre pourquoi vous êtes en train d'exploser. On a la partie agressive. Non, mais tu me demandes jamais mon avis. C'est toujours toi qui décides de tout. Donc là, ça part en conflit, c'est des disputes, ça va aller en escalade de pire en pire. Donc bah, forcément, s'il y en a un qui s'est attaqué, l'autre va chercher à se défendre. On n'est pas sur une communication qui va s'ouvrir. Et le côté le plus assertif, bah, quand tu prends des décisions importantes qui nous concernent tous les deux, sans m'en parler au préalable, je me sens mis de côté. Encore une fois, c'est voilà. Alors on pourrait très bien le contexte, ça peut être même ça fait X temps que c'est toi qui prends les décisions, machin, sans me concerter. Je me sens mis de côté, comme si mon avis ne comptait pas. J'ai besoin qu'on décide ensemble des choses qui nous engagent tous les deux. Est-ce qu'on peut trouver un moment cette semaine pour en parler? Encore une fois, dire les choses. Là, c'est la méthode DESC qu'on retrouve. Donc c'est quand je ressens, j'ai besoin, est-ce qu'on peut? C'est quelque chose qui est assez magique. Encore une fois, c'est pas de critiquer l'autre, c'est juste dire, bah, voilà comment moi je me ressens. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse faire les choses un peu plus à deux, de manière un peu plus collégiale. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont pour le coup ultra importantes. Et puis, bah, on a souvent aussi, bah, quand l'autre va réagir assez mal, quand vous voulez dire non et que l'autre s'énerve, parce que bah, on le voit avec la méthode DESC, le non en 3 temps va imposer normalement respect et bienveillance. Mais en face, vous avez une personne qui est pas forcément toujours très contente. Et c'est vrai que c'est pas évident. Vous êtes là en train d'essayer d'être le plus assertif possible. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire, bah, je ne suis pas responsable de ses réactions. Il est en tempête émotionnelle, ok, ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis responsable de mes limites, et donc ça, c'est important. Donc, quand vous avez une personne qui insiste, le disque rayé, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à rentrer dans de la justification ou d'ajouter des nouvelles informations. Vous répétez, je comprends ton point de vue, mais ma réponse reste non. Je comprends ton point de vue, mais ma réponse reste non. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez une personne qui cherche à vous culpabiliser, c'est la méthode du brouillard. Tu as peut-être raison de te sentir déçu et je maintiens ma décision. Encore une fois, c'est bah, je comprends, tu as peut-être raison de te sentir déçu. Bah oui, tu as raison, c'est normal, ouais. Mais je ne m'excuse pas, je ne vais pas chercher à me justifier davantage. Et même si on a un silence des fois qui va être un peu inconfortable, c'est normal parce qu'il faut que l'autre comprenne que vous avez le droit, encore une fois, de poser vos limites. On a une personne qui peut s'énerver aussi, c'est-à-dire qu'on va nommer l'émotion et là c'est important. Je vois que tu es contrarié. C'est des faits, on voit, donc on est en train de le dire. Je vois que tu es contrarié, c'est compréhensible. Donc là, on utilise un peu la méthode brouillard parce qu'on est d'accord avec lui. Et puis derrière, c'est je suis disponible pour en reparler quand un moment sera un peu plus serein. Et vous tenez votre position. Quand vous avez une personne qui boude, c'est horrible, les gens qui boudent. L'objectif, c'est de ne pas courir après une réponse de la personne. Elle est en train de bouder, elle n'a pas envie de vous parler. Ne cherchez pas à combler ce silence, en fait. C'est pas grave. Ne revenez pas non plus sur votre décision pour faire sourire la personne ou pour la faire réagir. Laissez le temps, en fait. Laissez le temps. Le temps fera les choses. La personne va finir par accepter. C'est inconfortable, mais à un moment donné, vous assumez les choses, vous vous protégez et vous respectez l'autre. Il est en train de bouder en silence, eh bien qu'il boude en silence. Quand il sera calmé, il reviendra. Ce n'est pas grave. Et si vous avez une personne qui vous menace, restez factuel. Encore une fois, alors, pas d'affect, je sais que c'est le plus dur. Je note ce que tu es en train de me dire. Hop, on est ultra factuel. Je suis convaincue qu'on va trouver une solution ensemble. Si nécessaire, nous pouvons impliquer notre manager ou le RH, les syndicats, pour qu'ils nous aident à arbitrer. Pas d'escalade émotionnelle, on reste sur les faits. Ça, c'est vraiment le plus important. Et le temps passe. Je n'ai pas eu le temps de vous partager vos 10 super pouvoirs de l'assertivité, mais si ça vous intéresse, je les enverrai du coup à Alix pour qu'elle vous les transmette, parce que c'est vrai effectivement. J'ai été encore une fois trop bavarde. Ce que je peux vous partager, tchac, 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 c'était notamment le petit plan d'action sur les 30 jours que vous pouvez mettre en place
si vous voulez essayer de vous améliorer au niveau de l'assertivité, que je trouve vraiment qui fonctionne bien, encore une fois, c'est vraiment l'étape des petits pas. Dans la première semaine, on va observer, on va noter chaque jour les situations où on a l'habitude de dire oui au lieu, alors qu'on voudrait dire non. Et on va essayer d'identifier un peu les fameux comportements refuges que l'on a. Et on va lister les personnes où justement on a du mal à être assertif. Alors on se dit, bah, tiens, là où dans telle situation, j'y arrive pas, ou avec telle personne, j'y arrive pas. Vraiment, la première semaine, on est vraiment sur de l'observation. Deuxième semaine, on va essayer de s'entraîner. Encore une fois, c'est des petites demandes on va mettre en place la méthode DESC, mais tout doucement. Encore une fois, ça peut être la boulangère, ça peut être les enfants, le conjoint, peu importe. On peut s'entraîner devant un miroir aussi. On va s'entraîner à dire non. Et ça prend du temps. C'est pour ça que je l'ai mis sur la semaine 2, la semaine 3. Semaine 4, on va l'utiliser en situation réelle, en réunion, lorsqu'on demande un feedback à quelqu'un, encore une fois, ça peut être avec un ami, la famille, un collègue, peu importe. On va s'entraîner. Et ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois que vous réussissez justement pendant cette mise en pratique à dire non, pensez à célébrer chaque non que vous avez réussi à poser, parce que c'est vraiment, encore une fois, le non, c'est apprendre à dire non, c'est vraiment un muscle que vous êtes en train de construire et de travailler. Et donc, à chaque fois que vous avez ce succès, il faut le fêter. Il faut que vous ayez votre dose de dopamine, un petit peu, votre petit boost, en disant bravo à moi, félicitations, vous vous offrez un petit quelque chose qui vous fait plaisir. Et comme ça, ça renforce le fait que dire non, c'est agréable, c'est possible et c'est agréable. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas assertif comme ça du jour au lendemain, clairement pas. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer quotidiennement, qu'il faut pratiquer progressivement. Encore une fois, la méthode des petits pas. C'est jamais parfait du premier coup. Et il y a même encore, ça m'arrive des fois de me louper et de me dire, je n'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Mais encore une fois, chaque petit non, c'est une victoire et c'est une victoire qu'il faut fêter parce que c'est vraiment important et c'est comme ça que vous allez pouvoir poser toutes vos pierres dédiées à l'assertivité. Il y avait les petites phrases qui vont bien, encore une fois, vous rappeler que ce qui est important, c'est que votre vie est importante. Les priorités que vous faites par rapport à votre vie aussi sont importantes. Que la qualité d'un non dit tout aussi de votre intégrité. Et que c'est un acte, moi que je dis, qui est quand même stratégique parce que plus vous allez être en capacité à dire non, plus ça va vous libérer du temps, plus ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner aussi de l'espace pour ce qui compte vraiment pour vous. Et ça va libérer votre charge mentale. Enfin, vous allez vous sentir mais tellement mieux à force que vous allez apprendre à dire non. Et quand vous allez dire oui, véritablement, ce sera de manière réfléchie et ce sera vraiment avec le cœur et avec les choses qui auront été pesées. Donc, c'est ça aussi qui va être pour moi ultra important. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui sur l'assertivité. Encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, c'est protéger les relations. La méthode DESC pour vraiment arriver à dire les choses. Commencer par un petit non demain matin, voire cet après-midi. Commencer par un petit non cet après-midi. Et chaque limite posée, c'est un acte fort, encore une fois, pour vous et qui va vous permettre de changer tout doucement, mais de manière sûre. Voilà, votre assertivité, c'est à vous et c'est maintenant. Merci à vous, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et s'il y en a qui veulent les 10 super pouvoirs, n'hésitez pas à m'écrire également. Je vous donne mon adresse email ou sinon vous m'écrivez sur LinkedIn et je vous les enverrai avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez vous les répéter régulièrement. Je suis toujours trop bavarde. Merci, au revoir. Merci, très bonne journée à Merci, au tous. revoir, bonne journée. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bonne journée. Au revoir. Merci, Merci, bonne journée à tout le monde. merci. Bonne journée à tous, merci.